Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo paléo garantie 100% no critique. En effet, après le dernier monstre de l'erreur est humaine, j'avais envie de revenir à de la paléo plutôt simple, juste de vous faire découvrir des choses. Sauf qu'aujourd'hui on ne va pas parler de dinosaures, mais d'animaux qui sont bien moins aimés, bien moins connus, comme les scorpions, les araignées, les limules ou encore les pycnogonides. Et rien qu'avec ce dernier terme, je pense que je vous ai déjà tous perdus. Tous ces animaux font partie d'un groupe assez vaste, ce qu'on appelle les chélicérates, et qui, comme vous l'avez deviné au titre, vont être les sujets de ce futur programme de vidéo. Mais je vais pas vous bombarder tout de suite avec plein de détails scientifiques, ça ce sera plutôt pour la deuxième vidéo et toutes les vidéos qui suivront. Là pour l'instant, pour cette vidéo, on va plutôt faire une introduction générale à ce que sont les chélicérates, parce que je sais que j'ai l'impression de sortir ça un petit peu de nulle part. Déjà, clarifions quelque chose d'entrée de jeu, et là je m'adresse aux arachnophobes, à ceux qui sont pas vraiment très friendly avec les araignées. Je ne mettrai pas de screamers bêtes et méchants de ces bestioles. Mon but c'est pas de vous faire quitter la vidéo au bout de 3 secondes, mais de vous faire découvrir des choses. Je préfère être honnête, oui, il va y avoir des vidéos de ces bestioles pendant ce programme, mais ça sera jamais des vidéos qui seront dans un but de vous faire peur, mais tout simplement parce qu'un dessin 2D, des fois c'est pas maxi parlant. Et puis de toute façon, soyons honnêtes, si les vidéos arrivent à vous ouvrir de nouvelles pistes de réflexion, je pense que ce sera la plus belle victoire que je pourrai avoir. Deuxièmement, si je parle de paléontologie, pourquoi est-ce que je ne parle pas de dinosaures ? Eh bien pour 2 raisons majeures. La première, c'est que je fais tout simplement une overdose totale de dinosaures. Je n'ai absolument plus envie d'en parler sur la chaîne, à part que ce soit dans une réflexion un petit peu plus poussée que bah lol, on va parler de dinosaures. Et deuxièmement, la paléontologie, c'est un sujet qui est vaste. Très vaste. Je vous rappelle qu'on parle de l'étude de toutes les traces qui ont été laissées par des organismes éteints. Donc les dinosaures sont juste une minorité vachement populaire. Par exemple, si on se contente juste des dinosaures oiseaux exclus, on connaît plus d'espèces d'arachnides que de dinosaures non-aviens. Et ce, quand bien même la fossilisation des arachnides soit assez compliquée. Et je ne suis pas la seule à penser que la paléo ne se résume pas que aux dinosaures. Demandons à quelques membres du Paléotube. Salut, moi c'est Steel, et lui, c'est Sharky. Ma spécialité en pâle, comme vous l'avez sûrement deviné, c'est les requins, et plus largement les poissons cartilagineux. Requins, raies, chimères, ibodontes, et j'en passe. Que ce soit pour m'intéresser à leur répartition sur le globe, les niches écologiques occupées, leur évolution au cours du temps, leurs jolies quenottes, bref, pas mal de trucs. Je suis Valéoraptor, diplômé d'un master en paléontologie et paléenvironnement dont ma spécialité est les phalins. C'est un sable marin consolidé très riche en fossiles datant du Tortonien, donc en plein Miocène, à environ 11 millions d'années. Les restes de dinosaures sont restreints aux oiseaux, ils sont des restes très occasionnels dans les phalins. Ici on parle plutôt de malacologie, donc des études de coquilles fossiles, d'invertébrés. Les dinosaures c'est nul. Bonjour à toutes et à tous, je suis un caméo perdu dans la campagne. Les dinosaures sont effectivement un sujet passionnant, mais la paléontologie est beaucoup plus vaste que ça. Personnellement, je m'intéresse également à l'évolution des mammifères, notamment à celle de la lignée humaine, et encore plus au mécanisme même de l'évolution. C'était Macérode de la chaîne Parlons Évolution, à vous les studios. Eh bien merci Moss pour ton invitation. Pour rappel, je m'appelle Alexis Rastier, je suis passionné de paléontologie, et non, ce ne sont pas les dinosaures qui m'intéressent le plus, mais ce sont bien les plantes, et oui, la paléobotanique. Et pour être plus précis, l'évolution des écosystèmes tropicaux et donc des premières forêts au cours du Paléozoïque supérieur, Dévonien, Carbonifère, Permien. C'est moi qui ai pris Ekman, et ce qui m'intéresse moi en paléontologie, c'est plus la faune marine du Jurassique, donc huîtres, moules ammonites, etc. Et récemment aussi les mammifères placentaires. Bien moi pour ma part je suis Edouard de la chaîne Edouard Dino et on m'a demandé qu'est-ce qui m'intéressait en paléontologie. Et bien comme vous le voyez, majoritairement les dinosaures. Mais pourquoi me diriez-vous? Eh bien c'est parce que la paléontologie c'est les dinosaures. Pourquoi vous me regardez comme ça? Veuillez nous excuser pour ce petit imprévu. Vous voyez ? Il y a plein d'autres sujets intéressants en paléo, et c'est pour ça qu'on en revient aux chélicérates. Donc ce que je vais faire maintenant est plutôt une présentation, une introduction globale aux chélicérates. Pour ce qui est des détails scientifiques, on verra ça au fur et à mesure de la série, mais ça, je vous en reparle après. Donc, qu'est-ce que c'est un chélicérate? C'est un animal, pour l'instant je pense que je vous apprends rien, qui fait partie du très vaste groupe des arthropodes. Les arthropodes sont des animaux dont l'anatomie est basée sur la segmentation de l'organisme. Le corps se compose de différents segments s'articulant entre eux, de même que les pattes. On parle pour les pattes d'articles. Le nombre de segments du corps, leur rassemblement en ensemble plus distinguable et leurs fonctions sont des caractères très variables en fonction du groupe étudié. Les arthropodes sont recouverts par ce qu'on appelle une cuticule, une couche périphérique de leur anatomie qui est solidifiée par l'incorporation d'une molécule très importante, la chitine.
C'est une macromolécule jouant un rôle structural dans l'anatomie des arthropodes et aussi des champignons. Cette cuticule, prenant parfois la forme d'une carapace, forme ce qu'on appelle communément un exosquelette, qui maintient le corps et les différents organes en place à l'intérieur, étant donné qu'une structure comme la nôtre, un squelette sur lequel s'accrochent les tissus mous, n'est pas quelque chose de très commun en réalité dans le règne animal. Les arthropodes muent régulièrement pour se débarrasser de cet exosquelette, le corps grandissant alors que l'exosquelette est statique lui. Les arthropodes au sens large sont un groupe assez ancien qui remonte possiblement à plus de 700 millions d'années et compte dans leur rang des animaux comme les fameux tardigrades, les survivors de l'extrême, les bien moins populaires onychophores connus depuis environ 500 millions d'années et enfin les arthropodes dits vrais qu'on appelle euarthropodes que vous connaissez bien mieux et qui se divisent en 2 ou 3 groupes majeurs. Ici j'ai choisi 3. Premièrement les trilobites, tous éteints mais qui sont tellement courants pendant certaines périodes géologiques qu'ils sont des marqueurs à eux seuls de tel ou tel million d'années. Ce sont des animaux uniquement aquatiques qui se sont éteints il y a environ 250 millions d'années et n'ont donc pas connu les dinosaures. La place des trilobites au sein des arthropodes est plutôt sujette à débat étant donné qu'au départ on a commencé à les rapprocher des crustacés parce que bestioles aquatiques, arthropodes, voilà. Mais pendant les années 80 on a commencé à les foutre avec les araignées et leurs cousins dans le clade Arachnomorpha. Et maintenant on commence à revenir du côté des crustacés. Donc clairement c'est loin d'être réglé. Deuxièmement, les mandibulates, qui comme leur nom l'indique, se distinguent par la possession de mandibules, des appendices sur la tête servant à la nutrition ou à l'attaque par exemple. Ils renferment les myriapodes, qu'on appelle vulgairement les mille pattes, plus ou moins, qui se distinguent par une réplication des segments du corps complètement pétés, et ont pour cousin le groupe des pancrustacés, qui eux sont tout le gros fatras des crustacés et des insectes. Et enfin le troisième groupe, on y est, les chélicérates. On va faire un zoom sur eux pour vous les présenter en simplifié. Les chélicérates, vous le découvrirez au fur et à mesure de la série de vidéos, sont des animaux qui se coltinent une sale réputation de bestioles sales, dégoûtantes, venimeuses et j'en passe de plein d'autres adjectifs pas du tout amélioratifs. Ils contiennent une multitude de groupes mais qui peuvent être synthétisables en 6 ensembles majeurs, dont un que vous connaissez forcément. Primo, nous avons ce qu'on appelle les pycnogonides ou en anglais sea spider. Un nom qui parle de lui-même puisque ce sont des animaux marins ressemblant vaguement à des araignées, de taille généralement petite, même si certaines espèces sont connues pour atteindre des tailles absolument colossales pour du chélicérate actuel. Leur anatomie est, on le détaillera un autre jour, basée sur la surcompression de l'organisme. Comparé à la morphologie de base des chélicérates, ce sont des fichiers zip ambulants avec les systèmes digestifs et reproducteurs qui se terminent dans les pattes. L'ingestion se fait par un proboscis, une trompe si vous préférez, et le nombre d'appendices est variable en fonction des groupes de pycnogonides. On en compte aujourd'hui environ 1300 espèces, et leur registre fossile, bien que très disparate, c'est le moins qu'on puisse dire, remonte environ au Cambrien, il y a à peu près 500 millions d'années. Ensuite on passe aux chélicérates dits vrais, les euchélicérates, eux voulant dire vrai en latin. On en compte de nombreuses espèces, au départ toutes aquatiques et dont 2 branches se sont distinguées rapidement pendant leur évolution. On détaillera tout ça un autre jour, ce qu'il faut retenir c'est qu'il va en ressortir 4 groupes majeurs, donc 3 à dominance aquatique et 1 à dominance terrestre. Nota, j'ai bien conscience qu'ici les euchélicérates apparaissent comme paraphylétiques. D'un côté on a les xyphosures, un nom à la consonance bien étrange pour tout simplement en fait désigner les limules et tout ce qui leur est apparenté. On les appelle aussi crabes fer à cheval vis-à-vis de leur apparence, même s'il n'y a aucun lien direct de parenté avec les crabes. C'est d'ailleurs ce surnom qui est retenu par les anglophones, the horseshoe crab, horseshoe voulant dire fer à cheval tout simplement. Ces animaux vivent dans des environnements côtiers aux tropiques. On les retrouve sur la côte atlantique des États-Unis d'Amérique et sur le pourtour asiatique de l'Inde à la Corée. Les limules sont souvent considérés comme des fossiles vivants par le grand public, plutôt des espèces panchroniques si vous voulez éviter de tuer un paléontologue, et encore. Leur physique est d'apparence assez similaire aux limules du Jurassique, même si, croyez-moi, il y a quelques différences. Ces animaux sont facilement identifiables avec leur carapace en forme de bouclier et leur épine anale, qui est un telson modifié en réalité. Elles sont célèbres pour leur sang bleu, mais Kimi Nakaba ainsi que Cédric Jurassic vous en feront des résumés plus détaillés que ce que je peux vous en faire actuellement. Quatrième groupe, et on verse dans les fossiles exclusivement avec les euryptérides, qui visuellement peuvent faire penser au résultat d'un scorpion pris par une limule, je suis bien d'accord. Ils sont populairement appelés scorpions de mer, mais ne sont en rien des scorpions et ne sont pas du tout leurs ancêtres contrairement à la croyance populaire. Pour comparatif, dire que les euryptérides seraient les ancêtres des scorpions, ça serait à peu près du même niveau que de dire qu'un kangourou est votre ancêtre direct. Donc dans les deux cas, c'est pas une bonne idée. Les euryptérides sont des prédateurs à taille extrêmement variable, d'espèces grandes comme la main à des titans de 2,5 mètres de long, pinces comprises. Les plus grandes espèces étaient au sommet de leurs écosystèmes. Les euryptérides semblent être restés confinés à l'eau pendant toute leur histoire évolutive, quand bien même on connaisse des espèces marines et des espèces d'ulsacicoles, comprenez par là des espèces d'eau douce. Les euryptérides se sont éteints avant que les dinosaures n'apparaissent au cours de la crise Permien-Trias il y a 250 millions d'années,
en même temps que les derniers trilobites. Le cinquième groupe est assez proche des euryptérides, mais peu de choses sont à en dire, on les appelle les chasmataspides. On a peu d'informations à leur sujet, en même temps il faut dire que comparé aux euryptérides et à leurs 250 espèces, les chasmataspides se résument tout au plus à 11 espèces, et le groupe pourrait même ne pas être naturel, composé d'espèces classées au départ dans les euryptérides ou dans les xyphosures, et des doutes subsistent encore parfois sur la validité du groupe. Et enfin, le sixième groupe que tout le monde connaît au moins de nom, les arachnides. Chez les Chelicerates, c'est la lignée qui illustre le passage au milieu terrestre, et on y compte un nombre de groupes mais absolument foisonnant entre les araignées, les scorpions, les anglipiges, les tiques, les acariens, ce qui fait qu'en termes du nombre d'épisodes, les arachnides vont bien prendre à eux seuls quasiment 70% si c'est pas plus au niveau de cette série de vidéos. Les arachnides comptabilisent aujourd'hui plus de 100 000 espèces et représentent à eux seuls quasiment 95% de la diversité des Chelicerates. Avec les acariens en tête avec environ 55 000 espèces, suivi de peu par les araignées vers à peu près 47 000, 50 000 espèces. Et là, dites-vous bien que je ne parle que des arachnides actuels. Ces animaux occupent des niches écologiques très diverses, mais sont comme leurs cousins marins pour leur grande majorité des prédateurs ou des détritivores, et ont une importance non négligeable dans le maintien des écosystèmes et des populations d'insectes. Ils sont présents aujourd'hui sur tous les continents en des tailles extrêmement variables, de moins d'1 millimètre pour certains acariens et palpigrades à plus de 20 cm de diamètre, pattes étendues pour certaines araignées et amblipiges. Leur registre fossile est relativement bien documenté, même si on a d'énormes trous dedans, avec plus de 2000 espèces reconnues, dont 1300 et des poussières pour les araignées. Et les plus anciens arachnides connus remontent au Silurien il y a environ 430 millions d'années avec les premiers scorpions. Et voilà ce que sont donc les Chelicerates dans les grandes lignes. Des animaux qui sont souvent mis à part et souvent mal aimés, mais dont le registre fossile et la place au sein des écosystèmes est loin d'être à négliger, même si vous avez bien compris qu'ici on va davantage se concentrer sur la partie fossile de l'histoire, même si ça ne m'empêchera pas de revenir aux espèces actuelles parce que sachez en pâle que le présent est la clé du passé et inversement. Ce que vous avez actuellement sous les yeux, c'est du simplifié pour cette vidéo. Par contre, si vous êtes prêt ou prête à continuer l'aventure, voici la version que vous allez côtoyer pour les prochaines vidéos. En haut, vous avez l'échelle chronostratigraphique avec les différentes périodes et principales dates pour se recaler temporellement. Sinon, ne vous affolez pas à la vue de toutes ces branches puisque la grande majorité représente les nombreux groupes d'arachnides. Donc on retrouve bien les groupes majeurs que j'ai cités précédemment. Au cours des vidéos, on va faire branche par branche pour faire des dossiers suffisamment détaillés sur les groupes. Et plus on avancera, plus on reconstituera cet arbre. Au niveau de la légende de cet arbre, vous avez l'échelle chronostratigraphique. Les branches montrent l'apparentement entre les principaux groupes que j'ai décidé de détailler et les couleurs ne sont pas prises au hasard. La couleur rouge désigne une branche qui possède encore des représentants actuels, tandis que les bleus sont des branches éteintes. Une branche étant continue à partir du moment où on en connaît un fossile, sinon les pointillés indiquent une lignée fantôme sans représentant sur la durée considérée. Les extinctions de lignées sont signalées par des points jaunes. Je préfère aussi annoncer que les vidéos seront de durée complètement aléatoire en fonction des informations disponibles et du besoin de synthétiser. Par exemple, ne vous attendez pas à ce que la partie sur les chasmataspides tienne autant de temps que celle sur les araignées. De même, autre disclaimer, même si on aura l'occasion d'y revenir, l'arbre que vous avez sous les yeux est un arbre parmi tant d'autres, réalisé à partir des travaux de nombreux scientifiques, pas que des paléontologues, et des choix personnels ont été réalisés. Cet arbre se veut le plus neutre possible en prenant en compte les différentes avancées réalisées sur la phylogénie des Chelicerates, mais ça ne m'empêchera pas de vous mettre une petite pastille de couleur à chaque groupe pour vous indiquer si les études scientifiques soutiennent fortement sa véracité, ou si on a quelques problèmes avec, voire même si c'est assez bancal, mais qu'en fait on n'a pas mieux pour l'instant. Et de toute façon, à chaque groupe abordé, j'aurai fréquemment l'occasion de revenir sur les différentes hypothèses de position dans l'arbre, histoire de pouvoir vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix et que vous puissiez faire les vôtres en âme et conscience. Et pour être tout à fait honnête avec vous, l'arbre que j'ai fait, si ça se trouve, il va changer même au cours de la série en fonction des futures découvertes. La prochaine vidéo ne sera par contre pas sur un groupe de Chelicerates, étant donné que je compte faire une autre vidéo introductive pour pouvoir vous spécifier un petit peu les différentes parties de l'anatomie des Chelicerates, histoire que vous puissiez avoir des bases pour pouvoir comprendre ce que je vais dire dans les épisodes qui vont suivre. Le prochain épisode sera donc sur les bases anatomiques des Chelicerates, et après seulement on commencera les différents groupes avec les pycnogonides, qui vous le verrez sont spéciaux. C'est pas pour rien que je fais une vidéo détaillée de l'anatomie de base des Chelicerates, ça rajoutera du fun. En attendant, si cette vidéo vous a plu, vous connaissez la musique, aimez, commentez avec votre cerveau bien sûr, partagez, voire même vous abonner. Sur ce, c'était Moss, et à la prochaine.